L'histoire d'Hannibal est arrangée du côté des exceptions. Général carthaginois ayant eu comme projet fou de franchir les Alpes à dos d'éléphant, c'est l'homme qui fit trembler Rome par-delà le Rubicon. Tacticien hors norme, il reste l'un des acteurs majeurs de la Deuxième Guerre punique. Au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, deux grandes puissances cherchent à dominer la Méditerranée et son pourtour. D'un côté, Carthage, dont le commerce maritime est conséquent et qui contrôle les routes commerciales de la Méditerranée occidentale en étant implanté notamment en Sardaigne, en Sicile ou en Corse. De l'autre côté, on trouve la puissance romaine. Rome domine désormais toute la péninsule italienne et son armée s'est grandement renforcée. Quand Hannibal, le général carthaginois, prend le pouvoir en 218 avant Jésus-Christ, à l'âge de 29 ans, le sort de Carthage n'est pas encore scellé. Certes, la ville a connu de nombreux revers lors de la première guerre punique, qui a opposé les Carthaginois aux Romains. Le père d'Hannibal, Hamilcar, a dû négocier après la défaite des Ilégates. La Sicile, la Corse et la Sardaigne sont passés dans le giron romain. Carthage a dû abandonner ses vaisseaux de guerre et payer de lourdes réparations. Les difficultés se doublent en Afrique du Nord d'émeutes de mercenaires qui souhaitent toucher leur solde, ce qui fragilise le camp des Barcides, plus proche de la plèbe dont est issu Hamilcar, et ce qui renforce le camp Hannon, composé d'oligarques, d'armateurs et de marchands. Dans ce contexte, petit, Hannibal grandit avec l'esprit de vengeance, avec l'idée qu'un jour, Carthage prendra sa revanche. Très vite, il est initié à la guerre. On lui apprend à conduire des éléphants. À 14 ans, il participe à ses premières batailles et découvre comment diriger des hommes. Son précepteur spartiate, Sosilos, lui fait travailler le grec. Il lui apprend la mythologie, le sensibilise à l'épopée d'Alexandre qui l'influencera au cours de sa vie. Est-ce à dire qu'il était hellénisé ? Peut-être pas complètement, si l'on en juge par ses pratiques religieuses qui gardent un lien fort avec ses origines sémites, comme le montre le culte qu'il voue à Melkar, dieu tutélaire de la cité de Tyr. Enfant, il suit son père en Espagne, où celui-ci souhaite étendre l'influence carthaginoise en utilisant notamment les ressources ibériques que sont l'or, le cuivre, l'argent et l'ambre. Avant leur départ, la légende colportée par l'historien romain Tite-Live avance qu'Hannibal aurait prêté serment à son père en vouant une haine éternelle à l'égard des Romains. Arrivés dans la péninsule ibérique, les Carthaginois consolident leur position en soumettant les tribus celtes d'Andalousie et les provinces actuelles de Valence, Murcie, Alicante, Albacete ou encore Tolède. Mais en 230 avant Jésus-Christ, un drame personnel affecte Hannibal. Lors d'un accrochage avec les Ibères, Hamilcar se noie en sauvant ses fils, laissant les 3 enfants orphelins. Hannibal étant encore trop jeune pour prendre le pouvoir, celui-ci est confié à Hasdrubal, gendre d'Hamilcar, qui poursuit l'œuvre du défunt. Il décide de fonder Carthagène, littéralement la nouvelle ville, et il consolide les positions carthaginoises en péninsule ibérique. Fin diplomate, Hasdrubal négocie avec les Romains, un traité pour l'Espagne, où la limite des zones d'influence serait l'Èbre, la partie nord revenant aux Romains, la partie sud aux Carthaginois. Mais Hasdrubal n'a pas le temps de poursuivre sa politique, car il est assassiné brutalement en moins 221 par un serviteur. Les soldats acclament alors Hannibal comme chef de guerre. Par ses traits, son regard, sa posture, il rappelle à beaucoup son père Hamilcar. L'Assemblée carthaginoise le confirme dans le rôle de général. Pendant 3 ans, Hannibal poursuit la politique de son beau-frère. Il soumet les tribus celtes. Mais en moins 218, la situation bascule. Sa jonte, au sud de l'Èbre, reste favorable aux Romains. Mais Hannibal ne l'entend pas ainsi. Il fait le siège de la ville. C'est un casus belli pour Rome. Publius Maximus est envoyé à Carthage comme émissaire romain. Et il demande à ce que l'on livre Hannibal, ce que le Conseil des Anciens refuse. Le monde méditerranéen rentre alors dans la Deuxième Guerre punique.
En fait, cette prise carthaginoise n'est qu'un prétexte, tant le choc des deux puissances était inévitable. Une armée composite se constitue, avec les frondeurs des baléares en première ligne, les guerriers ibères et gaulois, les cavaliers numides, et bien sûr, les soldats carthaginois lourdement armés. En tout, 90 000 fantassins, 12 000 cavaliers et 37 éléphants de l'Atlas ou de Berbérie protégés par une armure. Véritables chars d'assaut de l'époque, les pachydermes ont un couteau au bout de leur trompe, et leur tronc est entouré de lames. Drogués quand ils chargent, ils inspirent effroi à l'adversaire. Fin tacticien, Hannibal est aussi polyglotte. Il parle le punique, le grec, la langue des Ibères, mais aussi le latin, ce qui est très utile pour réaliser l'unification de son armée. L'expédition éclair d'Hannibal dure 6 mois. Comme Carthage ne peut plus compter sur sa flotte, lourdement entamée à la suite de la première guerre punique, et que de surcroît la présence romaine est trop importante sur les côtes, le général carthaginois fait un pari fou, rejoindre l'Italie par les terres en traversant les Alpes. Avant de partir, Hannibal dit au revoir à sa femme ibère, Imilcé, et à son fils. C'est un convoi militaire qui s'élance sur les chemins, long de 15 à 25 km, et qui s'appuie sur une logistique conséquente. Et il faut acheter suffisamment de vivres et établir des dépôts. Rien que pour un éléphant, il faut compter jusqu'à 150 kg de nourriture par jour. Hannibal compte aussi obtenir le soutien des tribus en Gaule et en Italie. Il agira par négociation, sinon par violence. La partie est rude. Pas célèbre, les résistances sont fortes. Il faut 3 mois pour soumettre les tribus récalcitrantes, alors qu'au même moment des soldats désertent. Intelligent, Hannibal confie à Hasdrubal son frère le contrôle de la péninsule en lui laissant 30 000 hommes. Le général carthaginois traverse alors la Gaule, maintient 10 000 hommes en Languedoc et parvient à un obstacle majeur pour les éléphants, le Rhône. Malaisé pour les animaux qui savent difficilement nager. Selon l'historien Polype, le général carthaginois use de stratagèmes. Il fait construire 16 radeaux tapissés de verre et de végétation, longs de 15 mètres. Mais les soucis ne s'arrêtent pas là. De l'autre côté de la rive, il faut régler le compte aux Gaulois belliqueux, tâche qu'Hannibal a confiée au commandant de la cavalerie, Hannon. Du côté de Rome, on ne reste pas les bras croisés. On envoie des troupes vers le Rhône, mais trop tard. On veut affronter l'ennemi directement en Afrique. Mais l'épopée d'Hannibal change la donne. Pendant 15 jours, le convoi carthaginois traverse les Alpes, probablement en passant par la Maurienne et en franchissant 20 cols, dont celui du Mont-Cenis et du Clapier. Hannibal peut désormais compter sur les Gaulois cisalpins qui ont tenu tête à Rome. Mais la tâche reste ardue. La montée est difficile à plus d'un titre. Les autochtones, en particulier les Allobroges, résistent. Les amas de rochers bloquent la progression. Plus en hauteur, le froid, le vent glacial saisissent les hommes et les pertes sont importantes. Pas moins de 1000 morts par jour, et parmi eux, beaucoup de soldats originaires d'Andalousie et d'Afrique du Nord. Col du Clapier, Hannibal doit remonter le moral des troupes. À 30 ans, le général dont le nom signifie favori de Baal, dieu de la vie et de la fertilité, ne laisse rien au hasard. Intelligent, meneur d'hommes, grand esprit dans l'adversité, montrant la plaine du Pô, il exhorte ses soldats à poursuivre la longue marche. Mais la descente est tout aussi délicate et autant meurtrière, d'autant que la pente est gelée et recouverte d'un manteau de neige. Tous les éléphants disparaissent en glissant, sauf un, Cyrus. Les précipices sont nombreux. Après 5 mois de marche et 2000 km, l'armée carthaginoise est parvenue dans la plaine du Pô, mais la moitié de l'infanterie et de la cavalerie est décimée. Il n'empêche que le choc est conséquent chez les Romains, qui ne croyaient pas possible cette épopée. 2 hommes politiques et généraux romains sont à la manœuvre pour stopper Hannibal. L'un, Publius Scipion, qui n'a pu l'affronter en Gaule, l'attend pour combattre dans la plaine du Pô. L'autre, Cnaeus Scipion, est dépêché en Ibérie pour réduire les bases arrières du général carthaginois. L'heure n'est plus à la décontraction. Mais les déboires romains sont loin d'être terminés, car les défaites s'enchaînent en Italie. Fin novembre 218 avant Jésus-Christ, sur le Tessin d'abord, Publius Cornelius est blessé et sauvé in extremis par son fils, le futur Scipion l'Africain. À la Trébie ensuite, en décembre 218 avant Jésus-Christ, où les légions sont massacrées, 28 000 Romains meurent sur 40 000, alors que du côté carthaginois, les pertes sont 4 fois moindres. L'hiver passé, les combats reprennent, mais Hannibal est désormais handicapé. Évitant certains passages des Apennins, il décide de passer par les marais, mais le général carthaginois attrape une ophtalmie aiguë qui lui fait perdre son œil gauche. Pour la propagande romaine, ce sera désormais Hannibal le Borgne, dont la cruauté se lit sur le visage. En Ombrie,
le chef punique enclenche une nouvelle bataille, celle de Trasimène, qui ressemble plus à une embuscade. Encore une fois, les armées romaines sont écrasées car Hannibal a su tenir compte du relief et du climat. Tout semble lui sourire. Il faut dire que le général carthaginois est un tacticien hors pair qui réalise des exploits militaires exceptionnels. Encore aujourd'hui, on enseigne dans les écoles militaires son modèle, en particulier éprouvé lors de la bataille de Cannes le 2 août 216 avant Jésus-Christ en Apulie. Le dictateur Publius Maximus, nouvellement élu, veut éviter l'affrontement, mais il n'est pas soutenu par ses pairs. Alors que les Romains sont en supériorité numérique, Hannibal s'appuie alors sur la métisse, l'intelligence au service de la ruse. Son armée se tient sur une seule ligne face aux Romains, avec une aile gauche composée d'Ibères et de Gaulois et une aile droite constituée de la cavalerie numide. Au centre, les soldats carthaginois forment une courbe convexe et reculent, donnant le change aux Romains qui avancent ragaillardis. Mais le piège se referme, car en même temps l'aile gauche et l'aile droite les encerclent. La forme convexe est devenue un U, l'ennemi est pris en tenaille, les pertes sont immenses pour les Romains, la victoire triomphante pour Hannibal. 45 000 Romains sont morts, 20 000 sont faits prisonniers. Le second consul Paul Émile est tombé, ainsi que 80 sénateurs. Et pourtant, Rome choquée ne s'avoue pas vaincue. Elle se réinvente. Les institutions résistent, la plèbe soutient le Sénat, l'armée est réorganisée. On mobilise plus de Romains, désormais dès 17 ans. Les esclaves sont même incorporés à la Légion. Sur le plan économique, les impôts sont augmentés et la monnaie dévaluée. Désormais, le dictateur Fabius Maximus peut enfin affirmer ses vues. La guerre éclair d'Hannibal devient alors la guerre d'usure des Romains. Les vainqueurs sont peu à peu les vaincus. Pour Hannibal, la situation n'évolue plus favorablement. La prise de Rome devient de plus en plus une chimère. Il faut dire qu'il est de moins en moins soutenu par Carthage, qui ne lui fournit pas l'aide qu'il pourrait espérer. Il sait qu'il est aussi plus efficace pour la guerre mobile que pour la guerre de siège. Ses officiers lui reprochent son inaction. Maharbal, l'un d'eux, lui dit « Tu sais vaincre Hannibal, mais tu ne sais pas exploiter ta victoire. » Mais surtout, l'armée d'Hannibal est fatiguée, voire exsangue. La ville de Capoue lui ouvre ses portes. Hannibal s'y repose alors, et le fruit contenu dans son oisiveté conditionne, selon les lettrés romains comme Silius Italicus, sa défaite. Pourtant, Hannibal maîtrise la Campanie, le Brutium et une partie des Pouilles. Il opte pour une stratégie différente. Il souhaite étouffer la capitale ennemie en l'encerclant peu à peu. Mais sans une aide majeure de Carthage, comment faire ? La guerre est plus diffuse, plus étendue en Espagne, en Gaule, en Sicile, en Sardaigne, en Grèce et bientôt en Afrique du Nord. Les peuples italiens ne suivent pas Hannibal. Les alliances avec Rome restent fortes. Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le général carthaginois. En moins 212, Syracuse, qui soutenait Carthage, tombe aux mains des Romains. En moins 211, c'est au tour de Capoue de faillir en Italie. Hannibal tente une diversion. Il s'approche de Rome. Les Romains s'effraient. Hannibal ad portas, Hannibal aux portes. Mais que peut désormais le général carthaginois si, selon lui, les dieux ne sont pas de son côté ? D'autant que les échecs s'accumulent. Un acteur majeur commence à faire parler de lui du côté romain. Il s'agit de celui que l'on appellera bientôt Scipion l'Africain. Nommé proconsul en moins 211, il change la donne. Son premier exploit se fait en Espagne. En 209 avant Jésus-Christ, il prend Carthagène, mais intelligent, laisse la population ibère libre. Le dispositif territorial conçu par le chef punique s'effiloche. En 207 avant Jésus-Christ, sur les rives du Métaure, l'un des frères d'Hannibal, Hasdrubal, qui a regagné l'Italie par voie terrestre, est vaincu, et sa tête tranchée est jetée de nuit dans le camp d'Hannibal. Et l'armée romaine ne s'arrête pas là. Elle défait Magon, l'autre frère d'Hannibal, au nord, et le général carthaginois lui-même, au sud, lors de la bataille de Locre, où il attend désespérément la flotte de Philippe V de Macédoine, son allié. Scipion veut encore aller plus loin. Il décide de frapper sur le sol africain, en assiégeant Carthage. En 204 avant Jésus-Christ, il débarque avec ses légions, et la cité carthaginoise rappelle Hannibal et son frère Magon. Mais ce dernier décède lors de la traversée. Le général carthaginois tente une entrevue avec son adversaire Scipion, mais elle échoue. Hannibal livre alors son dernier combat contre les Romains lors de la bataille de Zama, le 19 octobre 202 avant Jésus-Christ, au sud-ouest de Carthage. La cavalerie numide, avec à sa tête Massinissa, est désormais du côté romain. Tirant les enseignements des différents combats, Scipion est à la manœuvre. Il parvient à déjouer l'arme ultime des Carthaginois, les éléphants.
Les 80 pachydermes criblés de flèches se retournent effrayés contre les hommes d'Hannibal. Les désertions de mercenaires se multiplient et la cavalerie romaine et numide achève l'issue de la bataille en leur faveur. 20 000 Carthaginois sont morts, 10 fois moins du côté romain. Scipion est désormais dit Scipion l'Africain. Mis sur un piédestal, il a permis à Rome d'étendre son territoire au-delà de la péninsule italienne. Rome dicte la paix à Carthage. Les conditions sont sévères. Tous les éléphants sont livrés. Des réparations doivent être versées à Rome pendant 50 ans et Carthage doit abandonner ses prétentions territoriales en Espagne et sur toutes les îles de la Méditerranée. 100 otages parmi les aristocrates carthaginois doivent être remis aux Romains. Pour Hannibal, la crainte est grande. Il sait que les généraux déchus peuvent être crucifiés. En 201 avant Jésus-Christ, 36 ans plus tard, il prend un nouveau pied dans sa ville natale. Il a évité la fin de Carthage, et cela le sert. En 196 avant Jésus-Christ, il devient suffète et atteint ainsi la plus haute magistrature. Il est chef politique et il peut proposer des réformes. Il règle alors ses comptes en s'en prenant à cette oligarchie, celle qui a été réticente à lui fournir armes, troupes et à le soutenir dans sa guerre contre Rome. Hannibal mène une enquête sur les finances, la corruption organisée par les plus riches. Il veut réduire le pouvoir du Sénat, mais ses ennemis veillent. Des lettres de dénonciation sont envoyées à Rome et Hannibal est contraint à fuir. Jusqu'à sa mort, le général carthaginois déchu erre de cour en cour. Ses biens sont confisqués et est désormais banni de la cité d'Élissa. Il doit rechercher l'accueil. D'abord à Tyr, en Phénicie, où il continue à lutter contre les intérêts romains en servant comme conseiller militaire et amiral le roi macédonien Antiochos III de Syrie. Mais la guerre tournant une nouvelle fois en sa défaveur, Hannibal s'enfuit pour éviter d'être livré aux Romains. Ensuite en Arménie auprès du roi Artaxata, où il se promeut architecte. Mais très vite, une nouvelle fois, la pression romaine referme son étau. Finalement, Hannibal termine sa course en Bithynie où il est accueilli par le roi Prusias. Mais en moins 183-182, Rome exige du roi la livraison de son invité prestigieux. Celui-ci, une nouvelle fois cerné, tente de s'enfuir, mais cette fois-ci en vain, car les issues sont obstruées. Refusant de se rendre, il préfère s'empoisonner alors à Libissa sur les bords de la mer de Marmara où le piège ultime s'est déployé. Grand général, stratège hors pair, Hannibal aura été l'un des principaux belligérants de la deuxième guerre punique, faisant trembler Rome après avoir franchi les Alpes, remportant victoire sur victoire. Hannibal n'a pas su tirer profit de ses nombreux avantages. Peu aidé par les siens à Carthage, il est resté longtemps replié dans le sud de l'Italie. Après la défaite de Zama, Hannibal évite le pire pour Carthage, à savoir la destruction complète de la cité, sort funeste qu'elle connaîtra à la fin de la troisième guerre punique, en 146 avant Jésus-Christ.